Conseil national de lutte contre le sida CNLS a tenu ce lundi sa 6e session sous la présidence du chef de l'État. La rencontre a réuni tous les acteurs avec à la clé le bilan de la lutte durant les 5 dernières années et les perspectives. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie a procédé aujourd'hui à la mise sous tension de la ceinture du réseau électrique de la ville d'Abidjan. La réalisation de ce projet vieux de 32 ans a une valeur de 6 milliards de francs CFA et permet d'augmenter la capacité de transformation d'Abidjan. À 72 heures de la fête de Noël, l'esprit de la plupart des parents est à la recherche de cadeaux pour les enfants. Dans le choix de ces cadeaux, les parents semblent de plus en plus opter pour des cadeaux instructifs et éducatifs. Vous le verrez dans ce journal. Et puis Sepp Blatter, président démissionnaire de la FIFA, et Michel Platini, patron de l'UEFA, qui ambitionnait de lui succéder, ont été suspendus ce lundi de toute activité dans le football pour 8 ans par la commission d'éthique de l'instance. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, le palais présidentiel, le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, a été reçu ce lundi par le président de la République. Le compte-rendu de la rencontre avec Viviane Aïmen. Successeur d'Ousmane Diagana, le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, Pierre Laporte, a été reçu ce lundi au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Cette audience, qui constituait une prise de contact, a été l'occasion pour échanger sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. J'ai d'abord félicité son Excellence pour sa réélection et pour lui féliciter de la confiance que le peuple de la Côte d'Ivoire. Je l'ai aussi félicité pour les progrès exceptionnels au plan économique que le pays a fait. C'est vrai que si on regarde aujourd'hui la Côte d'Ivoire a un des meilleurs indicateurs macroéconomiques. Mais par contre, le président aussi, on a discuté de la nécessité vraiment de traduire cette taux de croissance en un meilleur niveau de vie pour le peuple à travers la réduction de la pauvreté et une richesse mieux partagée. Je suis confiant que le président est bien au courant de cela et qu'ensemble avec la Banque mondiale, je l'ai rassuré que nous serons à côté du peuple de Côte d'Ivoire et à côté de son équipe pour qu'on puisse vraiment ensemble avancer le pays davantage. Au titre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale, Pierre Laporte a indiqué, en plus des domaines traditionnels de coopération, de nouveaux axes, tels que la transformation des produits agricoles et le secteur énergétique avec en mire l'électricité pour tous. Toujours au palais présidentiel ce lundi, le Conseil national de lutte contre le sida, CNLS, a tenu sa 6e session placée sous la présidence du chef de l'État. La rencontre a réuni tous les acteurs engagés dans la lutte contre le sida dans le pays, avec à la clé le bilan de la lutte durant les 5 dernières années et les perspectives. Le Conseil national de lutte contre le sida a tenu ce lundi 21 décembre sa 6e session consacrée au bilan des différentes politiques nationales de lutte mises en œuvre au cours de ce premier quinquennat présidentiel qui s'achève et la présentation des objectifs pour le quinquennat 2016-2020. Cette réunion, présidée par le président de la République, qui est le président du Conseil national de lutte contre le sida, avait pour cadre le palais présidentiel. Au nombre des participants, outre le gouvernement avec en tête le Premier ministre, la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, les représentants de la Chambre des rois et chefs traditionnels, les représentants des structures des Nations unies chargées de la lutte contre le sida, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, les ONG nationales en charge des personnes infectées ou malades du VIH. Bilan des politiques nationales de lutte durant ce premier quinquennat. La courbe du sida est en chute. Plus de 1,8 million de personnes ont été dépistées pour le VIH, dont 99,6% ont reçu le résultat de leur test. Plus de 13 000 femmes enceintes ont bénéficié des antirétroviraux pour réduire le risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant.
Nous avons également plus de 258 000 personnes qui vivent avec le VIH qui ont reçu des services de soins et de soutien. Le taux de positivité VIH parmi les femmes enceintes, comme vous voyez, régresse au fil des années. Entre 2012 et 2015, et cela est extraordinaire, il est passé de 3,8 à 1,7. Je dis bien que ce sont les résultats de 2015. Aussi, le taux de positivité également, VIH parmi les enfants nés de mères infectées, enrôlés donc dans la PTME, chute de 13% en 2012 à 6,4% en 2015. Un bémol cependant. Si les progrès enregistrés dans la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire ont bénéficié depuis 12 ans d'appuis extérieurs importants, notamment celui du gouvernement américain à travers le PEPFAR qui a injecté plus de 600 milliards de francs dans la lutte, les donateurs ont d'ores et déjà annoncé la réduction de leur appui à la Côte d'Ivoire au profit de pays moins nantis. La question du financement de la lutte est une problématique majeure qui, si elle n'est pas résolue, pourrait annihiler tous les efforts communs de lutte contre cette terrible maladie. En effet, notre pays reste encore très dépendant du financement extérieur dont la contribution se situe à hauteur de 90% des besoins. Face à ce qui peut apparaître comme un obstacle à la poursuite des progrès enregistrés dans la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, a déclaré son optimisme. Concernant la question du financement, sujet que nous avons longuement évoqué, j'ai le plaisir d'annoncer que le gouvernement augmentera sa contribution financière dans la lutte contre le sida. Je suis d'avis avec ceux qui pensent que nous devons tout faire pour prendre en charge la quasi-totalité de cette somme, mais vous savez que c'est des sommes importantes. Et nous continuerons d'apporter une contribution importante. Il y a une solidarité mondiale par rapport à cette question. Il a salué les avancées réalisées en Côte d'Ivoire et a félicité tous les acteurs de cette lutte, dont, au premier rang, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Je salue et je félicite ces milliers de femmes et d'hommes qui, au sein des organisations non gouvernementales, des associations et des groupements dans les communautés à la base, œuvrent sans relâche pour une Côte d'Ivoire sans sida. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction et ma reconnaissance aux membres du Conseil national de lutte contre le sida. Enfin, je voudrais rendre hommage à la première dame, Madame Dominique Ouattara, pour ton implication personnelle dans la lutte contre la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Bravo, bravo à toi. Je voudrais réaffirmer à nouveau notre entière adhésion à l'action mondiale pour l'élimination de l'épidémie de sida d'ici 2030, ainsi que l'engagement de la Côte d'Ivoire à tout mettre en œuvre pour qu'à l'orée 2020, le taux de prévalence de notre pays soit en deçà de 1%. Voilà qui balaie toute inquiétude à l'horizon. La lutte engagée contre le sida en Côte d'Ivoire maintiendra son cap. À quelques pas du palais présidentiel, le chef du gouvernement a échangé avec le directeur de l'OCDE, le centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économique. Mario Pessini a remis à Daniel Cablan-Duncan les rapports de l'étude pour l'élaboration du plan stratégique Côte d'Ivoire pays émergent en 2020. Une étude commanditée par l'État ivoirien et dont les conclusions étaient attendues depuis maintenant plusieurs mois. L'éclairage d'Hamza Diaby. La diversification et la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, le développement d'un capital humain doté de compétences correspondant aux besoins des entreprises et la facilitation de l'accès au financement par les entreprises et les particuliers. Ce sont entre autres les recommandations de l'Agence de développement de l'OCDE à la Côte d'Ivoire. Elles sont contenues dans le rapport d'étude pour l'élaboration du plan stratégique Côte d'Ivoire, pays émergent en 2020. C'était important dans le cas du PND 2016-2020 que nous puissions avoir, avec l'appui de l'OCDE, cette étude qui est importante, avec l'équipe conduite par M. Pezzini ici, et qui a permis notamment d'aborder certains aspects que pourrait ne pas comprendre le plan 2016-2020 si nous n'avions pas ces données-là. Donc nous avons obtenu ces données
Comme ils travaillaient déjà en parallèle, une partie a été déjà intégrée, on a le rapport final. Donc le document final va intégrer ces éléments-là, c'est quoi j'en parlais tout à l'heure, de manière à ce que nous ayons un document 2016-2020 complet, à la fois avec les objectifs, les projets, mais aussi toutes les réformes à accomplir pour baliser le chemin de l'émergence. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui définit une route. C'est le premier pays en général, pas en Afrique, pas dans les pays développés, mais c'est le premier pays qui nous le demande. Donc c'est un acte de courage qui en soi démontre une grande volonté. La volonté, c'est la première condition. Maintenant, il faut se mettre au travail. Cette étude, dont le Premier ministre dit apprécier la qualité et la pertinence des analyses, doit donc permettre au gouvernement d'avoir les moyens de choisir les secteurs clés, les stratégies et les axes d'intervention dans les secteurs différents qui seront privilégiés pour l'atteinte de l'émergence en 2020. Le comité technique était composé des représentants de la présidence de la République, de la primature, des départements ministériels, du secteur privé, de la société civile et du monde universitaire. Une image qui nous vient de l'Assemblée nationale. Réunis en plénière ce lundi, les parlementaires ivoiriens ont adopté le calendrier des travaux de la 4e session extraordinaire 2015, une session entamée vendredi et qui s'achèvera le 11 janvier 2016 au lieu du 8 janvier, date initialement prévue. Ce décalage est dû à l'importance des projets de loi à examiner au cours de cette session extraordinaire, entre autres projets de loi, celui portant sur le plan national de développement 2016-2020, aussi le projet de loi portant programmation militaire et celui des forces de sécurité intérieure pour les années 2016-2020 seront-ils traités. La sécurité justement renforcée dans la préfecture de Mbengue, c'est dans le nord du pays. La ville a un commissariat et une préfecture flambant neuf en marge de la double cérémonie d'inauguration des 2 bâtiments. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a échangé avec le corps préfectoral et la police. Ahmed Bakayoko a instruit ces 2 corps sur leur feuille de route dans ce département. On fait le point avec Léon Brou. Policiers et membres du corps préfectoral félicités par leur tutelle, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. À l'origine de cet encouragement d'Ahmed Bakayoko à ses collaborateurs, les efforts sans cesse consentis par ces derniers pour redorer leur image. En témoignent, selon le ministre d'État, les rapports en sa possession. Moi, je suis très content du travail des préfets parce que les ambassadeurs me le disent et aussi des policiers. Il y a beaucoup de gens qui disent, monsieur, vraiment, monsieur, de vous déranger. Mais je vous dis franchement, la police a changé. Mais le tour n'est pas encore joué, fait remarquer le ministre d'État qui estime que le moindre tolérable, c'est la préservation par la police et le corps préfectoral de la notoriété qu'ils se sont forgés. Ahmed Bakayoko exhorte les 2 corps, et en particulier ceux de leurs membres qui s'installent en Mbengue, à plus de loyauté et d'abnégation au service de l'État et des populations. Quand on décide d'être au service des populations, agents des forces de l'ordre, membre du corps préfectoral, c'est un vrai sacerdoce. C'est-à-dire qu'on veut aider les gens. Il faut qu'on soit animé par cela. Il ne faut pas qu'on se dise on a des grades, on a une autorité, c'est pour brimer les autres, c'est pour nous imposer à ces personnes. Non, c'est pour les aider. Autre instruction du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à ses collaborateurs de Mbengue, la vigilance dans la sécurisation des fêtes de fin d'année, le tout dans la synergie d'action entre policiers et corps préfectoral, tel que symbolisé par cette double cérémonie d'inauguration de commissariat et de préfecture. La Fédération suisse s'engage à accompagner le Conseil des collectivités territoriales CCT de l'espace UEMOA. L'appui concerne la mise en œuvre du programme de coopération transfrontalière. Le soutien de la Suisse est de 10 milliards de francs CFA. Pour cette phase, 3 projets ont été retenus. On les découvre dans ce sujet de Mamadou Kwasi. 10 milliards de francs CFA, c'est la contribution de la Suisse dans la mise en œuvre de la phase pilote du programme de coopération transfrontalière du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA. Un programme qui vise à faire de l'intégration des peuples une réalité, tout en faisant des frontières, des lignes de suture entre ces peuples. Une signature de convention pour concrétiser ce prêt non remboursable portant sur 3 projets retenus. L'espace Escabo, c'est-à-dire le couloir économique Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso et IR Sahel, initiative pour l'intégration de l'infrastructure régionale du Sahel, qui sont des initiatives concertées des communes du Burkina Faso, du Mali et du Niger, l'aménagement hydro-agricole et le bitumage d'une piste rurale à Louloun, qui concerne Sikasso, la frontière Mali-Burkina Faso, l'extension du poste de santé
frontalier Tamignan, province Kossi-Nouna au Burkina Faso, les zones du Mano River, de la Bagoué, du Wassoulou et du Niemba. D'autres zones seront également couvertes par ce projet. Les projets communautaires du Conseil de collectivité territoriale de l'espace UEMOA pour l'amélioration des conditions de vie des populations, et ce, à travers l'accès aux services de base, d'emploi et d'autosuffisance alimentaire. Pour l'ambassadeur suisse en Côte d'Ivoire, l'appui de son pays est à la fois financier et technique. La Suisse se réjouit de contribuer à ce mouvement d'innovation d'envergure au sein de l'UEMOA. Elle sera là avec un dispositif d'appui conseil à ce programme à travers un mandat confié à un bureau privé d'ingénierie de projet. Un voyage d'études réalisé en 2012 a permis aux élus locaux de l'espace UEMOA de s'imprégner de l'expérience suisse en matière de coopération transfrontalière, puisque la Suisse dissout de projets transfrontaliers avec la France, l'Italie et l'Allemagne. Autre coopération qui se porte également bien, celle entre la Côte d'Ivoire et le Japon. 3,5 milliards de francs CFA en équipement. C'est le don que vient de faire le Japon à la Côte d'Ivoire. Ce don devrait servir à renforcer les équipements de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer ici à Abidjan et aussi améliorer les programmes télévisés de l'équipement pour la production des programmes de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Ami Sissoko. Environ 3,5 milliards de francs CFA. C'est le don du gouvernement du Japon à la Côte d'Ivoire. Ce don revient à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM, et à la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI. Un appui qui servira à financer le projet d'appui au renforcement des équipements de l'ARSTM, montant plus de 3,2 milliards de francs CFA pour l'achat d'équipements pédagogiques. La RTI, 260 millions de francs CFA, un montant pour l'achat d'équipements et de logiciels, ce lundi 21 décembre, pour matérialiser cet appui du Japon, signature des échanges de notes. J'ose espérer, comme tout l'ARSTM, que les équipements qui sont fournis à la RTI fassent l'objet d'une adéquate gestion afin de servir à la production de programmes de meilleure qualité. Je voudrais saisir cette heureuse occasion au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara pour exprimer aux autorités du Japon nos sincères remerciements pour l'aide si précieuse qu'elles ont bien voulu nous apporter en cette fin d'année qui s'annonce prometteuse pour l'ensemble de la population ivoirienne. Pour la RSDM et la RTI, ce don est opportun. Je tiens à exprimer notre profonde gratitude pour l'assistance multiforme dont nous avons bénéficié face à l'obsolescence technologique des équipements pédagogiques. Nous avons eu l'occasion il y a quelques années de découvrir des programmes japonais. Les populations étaient très satisfaites puisque notamment un certain nombre de valeurs partagées par le Japon sont partagées en Côte d'Ivoire, le respect des traditions, tout en étant bien entendu très attirés par la modernité. Donc c'est vraiment avec beaucoup de satisfaction que nous allons recevoir ces programmes et permettre aux Ivoiriens de découvrir des choses intéressantes. Et je pense que les Ivoiriens seraient très contents de cette collaboration. Et encore une fois, nous voudrons remercier le Japon et l'inciter à poursuivre sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Ces deux projets, à l'instar de tous les projets financés par le Japon, contribuent au renforcement des relations d'amitié, de coopération existantes depuis longtemps entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Je vous le disais en titre, le ministre du Pétrole et de l'Énergie a procédé aujourd'hui à la mise sous tension de la ceinture du réseau électrique de la ville d'Abidjan. La réalisation de ce projet, vieux de 32 ans, lancé grâce à un financement de la BOAD à hauteur de 6 milliards de francs CFA, permet d'augmenter la capacité de transformation d'Abidjan. Lansine Bakayoko, Adama Kone. Ce poste source installé sur la route de Bingerville représente un investissement de 6 milliards de francs CFA, financé par la Banque ouest-africaine de développement BOAD, un projet qui a nécessité une technicité pointue. Créer donc la nouvelle travée d'abord, installer 2 nouveaux transformateurs, 225-90 MVA, en lieu et place du seul transformateur de donc 110 MVA. Et ensuite faire la ligne qui relie donc aujourd'hui le poste de la Riviera au poste d'Abobo. L'ouvrage va concourir à une amélioration sensible de la qualité de la distribution dans les secteurs de Cocody et de Bingerville. Un soulagement pour le concessionnaire souvent confronté aux avaries et autres surcharges des ouvrages. C'est nous qui souffrons au quotidien de ce manque de bouclage
de la ligne 225 depuis des années et aujourd'hui c'est chose faite. Le but ultime est double, réduire sensiblement le temps moyen de coupure de courant en Côte d'Ivoire et optimiser l'approvisionnement des consommateurs. Le président en avait fait une priorité de produire plus d'énergie et d'énergie de qualité à moindre coût. La mise en place des différents postes de source de la région d'Abidjan va permettre d'augmenter notre capacité de transformation de près de 95%. Depuis 2011, le gouvernement a lancé 9 projets de postes sources dans la ville d'Abidjan. 7 ont déjà été réalisés ou sont en finition. Quelles conditions remplir pour enseigner dans le supérieur? On les connaîtra demain. C'est ce mardi que la Commission nationale de recrutement des enseignants du supérieur se réunit. L'instance statuera sur les dossiers de candidature. En prélude à cette session 2015, le directeur des ressources humaines du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait des précisions ce lundi au plateau. Herman Niamien. 891 dossiers de candidature réceptionnés pour 365 postes à pouvoir dans l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour l'année 2015. La Commission nationale des recrutements des enseignants du supérieur se réunira ce mardi 22 décembre pour statuer sur les dossiers reçus. Pour cette session, selon le directeur des ressources humaines du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des innovations ont été apportées dans la procédure de recrutement. Le ministre Niamien Kona introduit des innovations dans le recrutement de sorte à rendre ces recrutements plus équitables et plus rationnels. L'année dernière, il a introduit les entretiens parce qu'un candidat qu'on recrute à un tel niveau, il faut l'avoir entendu et vu, l'apprécier. Et cette année, il a souhaité que les universités aient la responsabilité de recrutement au niveau de la sélection des candidats. Il s'agit à cette session du recrutement des assistants chefs de clinique, des attachés de recherche et des assistants de l'enseignement supérieur. Nous avons bénéficié de 365 postes budgétaires pour 2015, dont 275 pour les recrutements nouveaux. Ça veut dire les candidats qui n'ont jamais été fonctionnaires, qui veulent être fonctionnaires. 70 pour les glissements catégoriels et 20, la fonction nous a autorisé à recruter 20 en contrat. On estime à 3818 enseignants-chercheurs et chercheurs dans les universités et grandes écoles publiques en Côte d'Ivoire. Malgré les efforts du gouvernement, il reste encore un déficit à combler. On peut évaluer autour de 4 000, 5 000 enseignants pour résorber le déficit dans le format LMD. Selon Djembala Diakité, la solution pour combler le déficit d'enseignants serait, en plus de l'augmentation des postes budgétaires, l'enseignement en ligne à travers les TIC, où un enseignant pourrait donner le même cours dans plusieurs universités au même moment. Il y a un mois, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique lançait une opération d'équipement en table à banc des établissements scolaires. Elle court toujours. Il s'agit de la première vague qui touche une dizaine d'établissements. Le département, dirigé par Kandia Camara, entend ainsi permettre aux élèves d'apprendre dans de bien meilleures conditions. Herman Niamien. 2240 tables bancs distribuées à 7 établissements scolaires publics. Il s'agit du lycée municipal de Port-Boué, du lycée Gasson de Benjaville, du lycée municipal d'Abobo, du lycée Simone et Yves Gbagbo de Yopougon, des lycées mixtes 1 et 2 de Yamsoukro et du lycée moderne de Katiola. À travers cette distribution des tables bancs aux établissements, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique veut renforcer les équipements existants afin d'offrir un cadre d'apprentissage adéquat aux élèves. Recevant les tables bancs dans les différents établissements bénéficiaires, les responsables et les élèves ont traduit leur gratitude au ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique pour ce geste qui vient les soulager. Avant, il y avait assez de problèmes. Par exemple, il n'y avait pas assez de place pour faire les devoirs, ou souvent, on se faisait même voler les tables bancs. Souvent, tu quittes ta salle, le lendemain, tu viens voir, il manque au moins 4 ou 3 bancs. Je suis très heureuse. Grâce à ces bancs, on est bien assis, on suit bien au cours. En tout cas, ces bancs sont très solides. C'est un grand ouf de soulagement parce que depuis la rentrée jusqu'à maintenant, jusqu'à hier même encore, on avait des élèves qui étaient en train de chercher des tables bancs pour s'asseoir.
Ce sont à terme plus de 200 000 tables-bancs qui seront ainsi offerts à toutes les directions régionales pour l'amélioration des conditions d'enseignement et d'apprentissage. À 72 heures de la fête de Noël, l'esprit de la plupart des parents est à la recherche de cadeaux pour les enfants. Dans cette dynamique, un fait a attiré notre attention. Les parents semblent ne plus vouloir seulement se contenter de faire un cadeau juste pour en faire. De plus en plus, le choix est porté sur les présents ou jouets qui ont des fonctions éducatives, entre autres ordinateurs, tablettes, jeux de mots et autres. Désormais, beaucoup préfèrent des jouets instructifs et éducatifs. C'est un sujet de nous Sangaré et Moussa Konaté. La fête de Noël, période de cadeaux pour les enfants. Les parents s'activent pour donner de la joie à leurs enfants. Dans ces magasins situés dans la commune d'Adjamé, toutes sortes de jouets. Certains parents venus acheter des cadeaux affichent leurs préférences. Parce que ma fille, elle est grande, 5 ans. Elle mérite un ordinateur. Elle doit plus jouer les poupées. L'année dernière, j'ai eu un jeu où il va apprendre à faire des lettres, des mots, faire des phrases. Mais cette année, je tourne, mais il n'y a rien. Il n'y a pas ça? Non, je ne vois pas. C'est le Scribble seulement que je veux. Oh, j'ai déjà ça. Quand vous avez un jeu, par exemple, qui apprend l'enfant à épeler les mots, à connaître les lettres de l'alphabet, moi, je crois que aussi ça égaye l'enfant, ça distrait l'enfant. Pas besoin forcément d'avoir une moto ou un pistolet. Les choix sont donc connus. Les parents optent plus pour des jouets dits éducatifs et les vendeurs ont fini par s'adapter à cette nouvelle donne. Maintenant, les gens ils viennent pour chercher les intellectuels jouets. Parce que les enfants, il faut qu'ils changent maintenant. On ne vend pas les pistolets, les pianos, ça sort un peu, les poupées, la poupée qui parle, celle quand on lui pose des questions et puis elle répond. Ça aussi, ça sort beaucoup. Les ordinateurs aussi sortent beaucoup. De plus en plus, les parents ont fini par réaliser qu'il faut faire attention. Qu'il faut faire attention à ce qu'on donne à nos enfants. Or, il faut penser à des cadeaux qui peuvent permettre à l'enfant de recréer un lien social. Des cadeaux qui lui permettent de jouer avec d'autres. Aujourd'hui, offrir un cadeau à un enfant, plus qu'un acte ludique, une contribution à l'éducation-formation de l'enfant. Les Scribble et les Monopoly sont des jeux de société. Ce sont des jeux qui se font souvent en famille et qui permettent de recréer un lien social. Non seulement l'enfant, ça lui permet d'imaginer, ça lui permet de recréer, mais en même temps, il travaille avec d'autres personnes. Et ces autres personnes également jouent dans un jeu où chacun a sa place. Il peut perdre, il peut gagner, mais tout dépendra de comment il réinvente son environnement pour pouvoir gagner aussi et puis être heureux. Et en même temps, ça lui apprend qu'on ne gagne pas toujours forcément, on peut perdre. Donc ce jeu de société peut être intéressant pour créer un lien social. Et généralement, quand il y a ce genre de jeu, il n'y a pas que les enfants qui jouent entre eux, quelquefois les parents aussi s'y mettent et ça crée une certaine ambiance dans la famille. L'enfant reçoit des amis, l'enfant joue avec ses frères et c'est bon pour ses relations avec les autres. Un jouet offert à un enfant lui permet de passer des moments inoubliables pendant la fête de Noël. Et cette nouvelle tendance, celle d'offrir des jouets éducatifs, favorise un développement de compétences chez l'enfant. À l'étranger, la Maison-Blanche a exhorté samedi le président rwandais Paul Kagame à respecter les limites existantes concernant le nombre de mandats présidentiels. Cette exhortation intervient après l'acceptation massive par référendum d'une modification de la constitution du Rwanda. Les États-Unis sont déçus du fait qu'un référendum ait été organisé avec un court préavis pour amender la constitution rwandaise et introduire des exceptions à la limitation du nombre des mandats. La réaction de Paul Kagame ne s'est pas fait attendre. Il a déclaré, et je cite, « Notre démocratie est plus forte parce que nous avons continué à nous définir nous-mêmes et refusé de nous laisser distraire. » On termine en sport avec cette information. Sepp Blatter, président démissionnaire de la FIFA, et Michel Platini, patron de l'UEFA qui ambitionnait de lui succéder, ont été suspendus ce lundi de toute activité dans le football pour 8 ans par la commission d'éthique de l'instance. 8 ans de suspension de toute activité liée au sport. Le verdict est tombé comme un coup près. La descente aux enfers se poursuit pour Sepp Blatter. Je suis maintenant suspendu 8 ans. Mais je vais me battre pour moi et pour la FIFA. L'ex-patron du football dénonce un acharnement. Il crie à la trahison. D'abord, j'étais triste. Mais maintenant, je ne suis plus triste. Maintenant, je suis combattant. Parce que ça ne va pas comme ça. Ça ne peut pas aller comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'après 40 ans, on fait quelque chose comme ça.
Par cette décision, Michel Platini peut ravaler son ambition de diriger la FIFA. Il écope lui aussi de 8 années de suspension. Sepp Blatter a annoncé ce lundi qu'il fera appel de cette décision. Visiblement, le match qui l'oppose à la commission d'éthique de la FIFA est loin d'être terminé. C'était un sujet de Sylvie Touré qui a également supervisé cette édition. Merci d'avoir suivi cette demi-heure d'information. Il est 20h30, c'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur RTI 1.